La collection Apocalypse présente La fuite de Stéphanie Gervais, lu par Jérôme Couture, publié aux éditions Boomerang. L'humanité est menacée. Y a-t-il encore de l'espoir? S.G. Prologue. Il était une fois la Terre après un terrible cataclysme. On raconte qu'il y a de cela des années, les débris d'une gigantesque météorite venue percuter la Terre furent projetés dans toutes les directions, à des centaines de kilomètres à la ronde, et que dans les heures qui suivirent, les animaux et les êtres humains des régions environnantes se trouvèrent tous contaminés par un virus extraterrestre. Le virus se propagea rapidement, modifiant le code génétique des individus atteints, et en quelques semaines, une terrible pandémie avait décimé l'humanité presque entière. Les quelques groupes de survivants, éparpillés un peu partout autour du globe, furent rassemblés dans des colonies sous la tutelle d'une organisation ultra-puissante déterminée à contrôler les derniers humains. Seul un petit nombre d'humains échappèrent à l'organisation et continuèrent à vivre à l'extérieur des colonies, parfois dans d'anciens villages à moitié détruits où ils se cachèrent par petits groupes, parfois en autarcie, seuls dans les forêts où leur existence était sans cesse menacée. En effet, des bêtes mutantes dont le code génétique avait été modifié par le virus rôdaient dans la nature sauvage, assoiffées de sang humain. Pendant les années qui suivirent le cataclysme, 3 catégories de colonies furent mises sur pied. Les alphas, mieux nantis, qui arrivaient à bien s'organiser, puis les bêtas et les omégas, qui avaient pour leur part accès à moins de ressources et qui faisaient donc face à de nombreuses difficultés. Le rêve de tous les survivants rattachés à ces 2 dernières classes était bien sûr de pouvoir intégrer une colonie alpha. Mais cette chance n'était ni donnée à tous, ni gratuite. Partie 1. Les protégés. Chapitre 1. Sophia. Je m'appelle Sophia Scott. J'ai 14 ans. Je vis dans une colonie Oméga avec mes parents et mon petit frère Philippe âgé de 6 ans. Je viens de trouver un vieux carnet aux pages vierges et quelques crayons neufs dans les affaires des anciens locataires de l'appartement que j'habite avec mes parents. Je n'ai pas l'intention de le dire à mon père, ni à ma mère, car ils refusent que nous fouillions, mon frère et moi, dans les effets personnels des personnes disparues durant la pandémie. Par respect pour eux, mais aussi pour éviter de laisser des traces. Des traces de quoi? Je n'en ai aucune idée. De notre existence, peut-être? La découverte de ce carnet m'a donné l'idée de coucher sur papier mon témoignage. Pas parce que j'aime particulièrement écrire, mais parce que je m'ennuie, confiné dans cet appartement décrépit. Il est 20h45. Je suis présentement dans la chambre que je partage avec mes parents et mon frère Philippe. Celui-ci dort à mes côtés. Il est brûlant de fièvre. Je l'aime beaucoup, mon petit frère, et j'ai peur pour lui. Mes parents sont persuadés que ce n'est pas le virus qui le rend malade. Selon eux, il s'agit d'une infection bactérienne. J'espère qu'ils ont raison. Nous, les survivants, sommes supposément immunisés. Tous les êtres humains qui ne l'étaient pas sont morts il y a de cela plusieurs années. Du moins, c'est ce qu'on nous a raconté, mais il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit. Ici, c'est difficile d'être informé. Tout est si contrôlé. Il paraît qu'avant, les gens avaient des téléviseurs. Mes parents m'ont expliqué que ces appareils pouvaient diffuser des images, des films et même des informations sur ce qui se passait dans le monde. Il y en a un dans la pièce où je me trouve, mais l'écran a été fracassé. Sûrement l'œuvre de l'organisation. Il est donc hors d'usage. De toute manière, même s'il était en état de fonctionner, on ne pourrait pas arriver à l'alimenter en énergie. E-N-E-R-G-I-E. Un mot compliqué. J'y reviendrai. Je n'ai rien connu de la vie d'avant la pandémie. Ou du moins, je ne m'en souviens pas. Quand toute cette histoire de virus extraterrestre a commencé, je n'avais que 4 ans et mon frère n'était pas encore né. Il paraît que la vie d'avant était pas mal différente de celle d'aujourd'hui, si j'en crois mes parents et les livres que je dévore pour occuper mes journées. Je ne suis jamais allé à l'école, et pourtant, je sais lire, écrire et bien plus. Avant le cataclysme, ma mère était enseignante dans une école secondaire. Elle nous apprend des tas de trucs. Quant à mon père, il était lui aussi enseignant, mais dans un cégep.
Ma vie à moi se résume donc à rester enfermé dans cet appartement. Je peux sortir de temps en temps, mais vraiment pas souvent. Seulement quand tout semble parfaitement calme à l'extérieur. Quand nous allons dehors, j'aime respirer le grand air, même s'il serait plus approprié de parler de brouillard. L'air est en effet toujours lourd et chargé de petites particules en suspension, et le temps est toujours gris. Autrefois, il paraît qu'on pouvait voir le ciel bleu, et même le soleil, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Quand nous sortons, j'aime aussi marcher dans les rues de la colonie. Certains jours, nous rencontrons des ados de mon âge. Mes parents nous laissent parfois discuter ensemble quelques minutes, puis nous reprenons notre chemin. J'aimerais avoir des amis à fréquenter et à qui me confier, mais les liens de ce genre sont interdits ici. J'aimerais aussi pouvoir m'approcher des frontières, loin de tout ce béton et de ces tours à logement. Je suis curieuse de voir ce qui se trouve plus loin, beaucoup plus loin. Mais une forêt nous encercle, une forêt dense dans laquelle se terrent des créatures sanguinaires qui n'attendent qu'une chose, que des survivants sortent du territoire protégé pour les dévorer. Je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs, mais ici, un champ magnétique puissant produit par d'immenses génératrices qu'on appelle les tours empêche la plupart du temps ces créatures meurtrières de s'introduire dans la colonie. Je n'ai jamais vu de mes propres yeux ces monstres, mais il paraît qu'ils sont horribles. Certains d'entre eux sont des mutants d'origine humaine qui réussissent parfois à violer nos frontières, surtout la nuit. On ignore pourquoi. Il paraît aussi qu'ils réussissent à l'occasion à s'introduire dans des appartements situés au rez-de-chaussée pour en dévorer les occupants. Quelle horreur! En ce moment, j'entends ma mère pleurer. Elle ne va pas bien depuis quelques jours. Elle discute avec mon père. Ils sont dans la cuisine. Le couvre-feu est à 21h. Ils devraient venir nous rejoindre pour la nuit d'ici quelques instants. Je ne veux pas qu'ils me surprennent à écrire. Je vais ranger mon carnet et m'allonger tout près de mon frère, pour veiller sur lui. Mais avant, je veux que tu saches quelque chose, toi qui es en train de me lire. Si tu as réussi à mettre la main sur mon carnet, c'est que je m'en suis séparé contre mon gré. Ça ne peut donc signifier qu'une chose, que je suis morte ou en danger. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas écrit. La colonie est agitée. Il y a de plus en plus de créatures qui entrent par effraction sur notre territoire. Les attaques n'ont lieu que la nuit. On ne sait toujours pas pourquoi. Mes parents croient que les tours perdent de leur efficacité. Ils sont persuadés que les créatures s'adaptent au champ magnétique qui nous protège. Et puis, selon notre voisin, ces choses ne sortent que dans l'obscurité parce qu'elles sont sensibles à la lumière. Ça me semble être une explication sensée. Quoi qu'il en soit, comme les bêtes ne s'en prennent qu'aux occupants des rez-de-chaussée des bâtiments, je ne m'inquiète pas trop pour nous. Elles ne savent peut-être pas grimper. C'est drôle à dire, mais je me sens en sécurité dans notre appartement du 7e étage. Mon frère ne va pas mieux. Il est toujours très malade. C'est le soir. Je viens de me mettre au lit, mais je n'arrive pas à dormir. Je suis encore sous le choc et effrayé. J'ai besoin d'écrire ce qui s'est passé plus tôt dans la journée. Ce matin, mon frère avait un teint verdâtre. Sa fièvre n'était pas tombée. Ma mère a eu l'idée de nous emmener dehors pour qu'il puisse prendre l'air. Elle croyait que ça lui ferait du bien. Mes parents ont d'abord inspecté le voisinage en regardant par la fenêtre. Tout semblait calme, alors nous avons pris la direction de la cage d'escalier. Ma mère portait mon frère dans ses bras et mon père nous ouvrait le passage, comme une sentinelle. Lentement, nous avons descendu les 7 étages, 98 marches en tout qui nous séparent du niveau 1. Ça faisait un moment que j'étais passé par là. De nouveaux graffitis décoraient les murs de béton du niveau 5. Je les ai trouvés plutôt jolis. C'était écrit en grosses lettres de couleur rouge sang. À mort les organisateurs. De petites jonquilles avaient été ajoutées à droite du graffiti. La signature de l'artiste, peut-être? Les organisateurs sont ceux qui ont planifié la création des colonies après le cataclysme. Je ne sais pas qui ils sont. Mes parents non plus, je crois. En fait, personne ne semble les avoir rencontrés. Arrivés au rez-de-chaussée, nous nous sommes rendus devant la porte principale du bâtiment. C'était le calme plat. Il n'y avait personne d'autre que nous. Comme d'habitude, mon père est sorti seul dans l'épais brouillard, en éclaireur, avant de revenir vers nous pour nous faire signe que la voie était libre et que nous pouvions le rejoindre dans la rue. Il fait toujours ça. Il s'assure en tout temps de notre sécurité. Ma mère a déposé mon frère pour le faire marcher un peu. Il avait l'air vraiment mal en point. Puis, en silence, comme d'habitude,
Nous avons fait quelques pas vers la gauche avant de nous faufiler dans une ruelle qui nous a permis d'accéder rapidement à l'artère principale de la colonie. Après avoir marché pendant 1 minute, mon père s'est arrêté et a tendu l'oreille, aux aguets. J'ai ensuite été la première à apercevoir au loin une mare de liquide rouge sur le sol, tout près d'un mur de briques. À ce moment, je ne savais pas encore que c'était du sang. Je me suis approché doucement. Puis, j'ai entendu des bruits étranges. On aurait dit que quelqu'un s'acharnait à gruger un os. J'ai alors vu une goutte de liquide rouge atterrir dans la flaque. Puis une autre, et encore une autre. La suite s'est déroulée comme une scène au ralenti. J'ai senti quelqu'un m'agripper par derrière, probablement mon père, car ma mère s'occupait de mon petit frère quelques secondes plus tôt. Il a posé une main sur ma bouche pour m'empêcher de crier et m'a chuchoté à l'oreille de ne pas faire de bruit. Il m'a tiré vers lui rapidement pour me faire rebrousser chemin. Je marchais à reculons. Avant de tourner le coin pour regagner la ruelle, j'ai relevé la tête et j'ai aperçu, sur le balcon d'un appartement du premier étage, le cadavre d'une femme en train de se faire dévorer par une créature dégoûtante. Accroupi auprès du corps mort, cet être immonde nous tournait le dos, bien concentré sur son repas. Sa peau dorée était lisse et luisante, comme celle d'un lézard. Je pouvais discerner son ossature lorsqu'il bougeait, respirait et déglutissait. À partir de ce moment, c'est le noir total. Je crois que j'ai perdu connaissance, car je me suis réveillé, quelque temps plus tard, dans la chambre de notre appartement. J'ai voulu reparler de tout ça à ma mère et à mon père, mais ils n'étaient pas très bavards. Je voulais en savoir plus sur la créature que j'avais vue et comprendre pourquoi elle se trouvait là, en plein jour, alors qu'elle aurait dû craindre la lumière. Sans trop me donner de détails, l'air soucieux, ils ont parlé de mutations génétiques, d'animaux hybrides et de croisements interespèces. Je n'y ai rien compris. Mon frère a encore le teint verdâtre et moi, je ne veux plus jamais aller dehors. C'est terminé. Chapitre 2. Le choix de Jacob Scott. Jacob Scott était assis sur une vieille chaise en bois, la tête entre les 2 mains, les coudes sur les genoux. Sa femme, Anna Sinclair, se tenait debout et regardait droit devant elle, à travers une petite fenêtre qui donnait sur l'immeuble d'en face. Elle se balançait doucement de gauche à droite pendant que des larmes ruisselaient sur son visage au teint laiteux. Elle avait l'air exténuée. Jacob ne disait rien. Il avait depuis bien longtemps déjà épuisé toutes ses ressources pour tenter de réconforter sa femme. Anna se retourna et jeta un regard furtif vers la chambre. La porte était fermée, aucun son n'en sortait. Elle se dit que Sophia devait s'être endormie. Dans un sanglot, elle s'adressa à son mari. « Je n'en peux plus. Je n'en peux tout simplement plus. » Jacob souleva la tête dans sa direction avant de se lever pour s'approcher d'elle. Anna semblait si faible, si vulnérable. Elle était sur le point de craquer. Pour la réconforter, il posa les mains sur ses frêles épaules avant de l'embrasser sur la nuque. C'est à ce moment qu'un bruit de verre cassé provenant de l'extérieur les fit sursauter. Des voix d'hommes en colère se firent entendre. Une bagarre éclatait dans une rue située tout près. Anna se déplaça aussitôt sur le côté de la fenêtre pour se dissimuler. « Inutile de te cacher comme ça, Anna. Personne ne peut te voir là où tu es, » lui dit Jacob. Anna fit comme si elle n'avait rien entendu. « Encore » souffla-t-elle, morte de peur. « Je ne sais pas si c'est réellement de la chance d'avoir rejoint cette colonie de survivants. Un jour ou l'autre, quelqu'un aura notre peau. Je regrette tellement notre maison à la campagne. »« Chérie, » reprit son mari, « c'était encore plus dangereux là-bas, crois-moi. »« Vraiment ? On aurait pu rester bien caché dans le labo, » renchérit-elle. « Voyons, Anna, tu dis n'importe quoi. Notre ferme est assurément le premier endroit qu'ils ont fouillé pour tenter de nous retrouver. Je suis certain qu'ils ont trouvé le labo très rapidement, et tout le reste aussi. Encore heureux qu'on ait eu le temps de cacher et de détruire tu sais quoi. Ici, on est plus en sécurité. On se fond dans la masse. On passe inaperçu et c'est... » Sa femme se tourna vers lui et lui coupa la parole. « Jacob, c'est vraiment ce que tu crois? J'ai peur pour les enfants et ces créatures qui sont de plus en plus présentes. Avant, elles ne sortaient que la nuit. Maintenant, c'est une autre histoire. On a failli y passer l'autre jour. Et Sophia qui a tout vu, la pauvre. Encore une chance que Philippe n'ait pas été témoin de cette scène horrible. Qu'est-ce qui se passe avec le champ magnétique? Il est censé nous protéger, non? » Jacob soupira avant de répondre. « Oui, je pense qu'on est mieux ici. J'ai fait un rapport sur l'incident de l'autre jour.
Depuis, la sécurité devrait avoir été renforcée. Ils m'ont fait la promesse qu'il n'y aurait plus de patrouilleurs. En ce qui concerne le champ magnétique, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Ces créatures deviennent peut-être plus résistantes? Pfff! Si tu veux mon avis, toutes ces histoires de patrouilleurs, c'est de la foutaise. Je n'en ai pas vu un seul durant les dernières semaines. Comment tu expliques ça? L'organisation n'en a rien à faire de nous. Anna soupira à son tour et referma d'un coup sec les rideaux avant de s'éloigner. Jacob resta à la fenêtre et souleva un coin du bout de tissu qui la recouvrait afin d'observer ce qui se passait dehors. Il regarda sa vieille montre. Bientôt, on viendrait mettre fin à ce boucan, car il était presque 21 heures. Les patrouilleurs allaient commencer leur tournée dans les rues de la colonie. Jacob savait que sa femme avait raison. La situation était vraiment devenue intenable. Si on lui avait décrit son mode de vie d'aujourd'hui il y a de cela quelques années, il n'y aurait jamais cru. Une météorite, une pandémie qui dévasterait l'humanité, l'apocalypse. Anna s'était éclipsée dans la chambre familiale. Jacob la regarda par la porte entrebâillée. Couchée sur le matelas posé à même le sol, elle regardait ses enfants dormir. Ils partageaient la même chambre tous les 4 depuis plusieurs mois parce que c'était la seule pièce de l'appartement qui ne disposait d'aucune fenêtre. Ils se sentaient plus en sécurité ainsi, depuis que des individus armés jusqu'aux dents étaient entrés par effraction en pleine nuit dans leur appartement pour leur voler leur carte d'approvisionnement. Cette nuit-là, Sophia avait été blessée, et les voleurs avaient réussi à s'emparer de leur carte beige. La famille avait dû se nourrir de presque rien pendant 2 semaines, le temps que les organisateurs, par l'entremise des exécutants, leur remettent une nouvelle carte. Jacob entra à pas feutrés dans la chambre et donna un baiser sur le front de sa fille et de son garçon avant de s'allonger à côté de sa femme. Philippe faisait encore de la fièvre. Une infection, probablement. S'il n'allait pas mieux d'ici quelques jours, il faudrait lui trouver un médicament pour le soigner. Le lendemain matin, Anna fut la première à se réveiller. Il était 6 heures. Elle s'étira pour poser une main sur le front de son fils et fut triste de constater que la fièvre n'était toujours pas tombée. Elle se leva et se rendit à la salle de bain pour imbiber d'eau une petite serviette de toilette usée, puis retourna auprès de Philippe. Avec délicatesse, elle essuya son front et son cou avant de poser la serviette sur son torse. Anna était vraiment très inquiète pour son enfant. Elle ne voulait pas le perdre. La mère de famille se rendit ensuite dans la cuisine, tout près de la fenêtre, et tendit l'oreille. C'était le calme plat à l'extérieur. Elle poussa les rideaux pour observer les rues environnantes. Le spectacle qui s'offrit à elle n'avait rien de nouveau ni de surprenant. Partout où elle posait son regard, des débris jonchaient le sol. Quelques petits feux de camp brûlaient ici et là sur les avenues sales et miteuses, et comme à l'habitude, aucun patrouilleur n'était visible. Une fois de plus dégoûtée par ce tableau désolant, Anna tourna les talons et alla vérifier le contenu du garde-manger. Il était presque vide. Jacob devrait faire quelques courses afin qu'il puisse manger et boire dans les prochains jours. Elle sortit la carte de rationnement rangée dans une petite armoire et compta le nombre de cases vides qui y figuraient afin de faire l'inventaire des vivres qu'il pouvait se procurer pour les semaines à venir. C'était si peu. Anna alla s'asseoir dans sa chaise berçante. Un vieux poste de radio était posé sur une petite table, tout près. Elle l'alluma. Comme toujours, elle n'entendit que du grésillement. Anna s'ennuyait du temps où elle pouvait écouter de la musique en se berçant. Ça lui manquait beaucoup. Peut-être qu'un jour, l'organisation rétablirait les communications radio? Non, impossible. C'était à son avantage de laisser les gens dans l'ignorance. Les citoyens trop bien informés sont beaucoup plus difficiles à contrôler. Vers 7 heures, Sophia se réveilla et vint rejoindre sa mère. L'adolescente s'assit par terre à ses côtés. Anna lui sourit. « Bonjour, ma chérie. »« Bonjour, maman, » lui répondit Sophia en bâillant. « Je n'ai pas droit à un bisou? » Sophia sourit avant de se redresser pour embrasser sa mère sur la joue, mais reprit rapidement un air soucieux. « Philippe ne va pas mieux? »« Je sais, » lui répondit Anna. « Je m'inquiète pour lui. »« Moi aussi, ma chérie, moi aussi. »« On peut faire quelque chose? »« Pas pour l'instant, malheureusement. »« Il existe des médicaments pour ça? » l'interrogea Sophia. « Un remède pourrait le guérir, tu crois? Ils ont peut-être ce qu'il faut au marché. » Ma belle Sophia. Oui, il existe des remèdes, mais pour se les procurer, c'est compliqué. Comment ça? Anna soupira en esquissant un sourire. Tu es bien curieuse ce matin, ma chérie. Je vois bien que tu te poses de plus en plus de questions. C'est normal, tu vieillis.
Tu as soif de savoir, de comprendre. Un jour, je te raconterai tout, c'est promis. Mais pas maintenant, ok? Tu dois me faire confiance. Le temps viendra, mais aujourd'hui, c'est encore trop tôt. La curiosité tenaillait Sophia. Elle avait depuis longtemps l'impression qu'on lui cachait des choses, mais le respect qu'elle éprouvait pour sa mère la retenait d'insister. Déçue de ne pas pouvoir continuer cette conversation, elle baissa le menton vers le plancher. « Ok, maman, je vais changer de sujet. Tu as faim? »« Non, pas vraiment, » répondit Anna. « Moi oui. On peut déjeuner? Tu ne veux pas attendre que Philippe et ton père soient levés avant de manger? »« Non, mon ventre gargouille trop. »« Ok, tu as raison. » Anna se leva et commença à préparer le déjeuner. Lorsque le repas fut prêt, la mère et la fille prirent place autour de la table devant un bol de gruau. « Alors, » demanda Sophia, « qu'as-tu prévu aujourd'hui? » Anna déglutit. « Si ton frère en est capable, un peu de français pour lui, de la grammaire plus précisément. Et pour moi? En ce qui te concerne, je t'ai préparé une leçon un peu spéciale. » Sophia releva la tête vers sa mère. « Ah oui? » demanda-t-elle curieuse. « De quoi s'agit-il? »« D'une leçon de génétique. »« De géné quoi? » reprit la jeune fille. Sophia était surprise. Elle n'avait jamais entendu ce mot de toute sa vie. Anna rit. « Nous allons parler de génétique, Sophia, répéta-t-elle. Tu verras, c'est passionnant. »« D'accord, maman. J'ai bien hâte de voir ça, répondit l'adolescente. Quand elles eurent fini d'avaler leur maigre repas, Sophia et Anna préparèrent la même chose à Jacob et à Philippe. C'était le même menu, à l'exception de 2 petits ajouts. Une tasse de café fumant pour Jacob et un morceau de biscuit au chocolat pour Philippe, afin de l'encourager à se nourrir. Cela faisait déjà plusieurs jours que le garçon s'alimentait très peu, affirmant que la nourriture lui donnait mal au cœur. Mais il fallait qu'il mange, qu'il reprenne des forces. Les 2 femmes entrèrent sur la pointe des pieds dans la chambre. Anna portait le plateau de service. Sophia constata que son père ne dormait plus. Ses yeux étaient ouverts et fixaient le plafond pendant que sa main gauche caressait les cheveux blonds dorés de son fils, toujours endormi. À leur approche, Jacob tourna la tête vers elle, et un sourire se dessina sur son visage. « Ça sent bon, » chuchota-t-il. « Un café noir juste pour toi. »« Le dernier, » lui répondit Anna en déposant le plateau sur le sol, tout près du lit. Jacob se redressa sur les coudes. « Alors, on va le partager. » Sophia contourna le lit pour aller rejoindre son frère. Elle se blottit sous les couvertures tout près de lui et posa une main sur son front. Pendant ce temps, Jacob porta la tasse de café à ses lèvres et Anna s'assit à ses côtés. « Philou, réveille-toi, » murmura Sophia. « C'est l'heure de te lever. » Quelques secondes s'écoulèrent avant que le jeune garçon ne réponde. « C'est le matin, » souffla-t-il. « Oui, » répondit Sophia. « Maman et moi, on t'a préparé ton déjeuner. »« Je n'ai pas faim, » répondit le garçon. « J'ai mal à la tête. » Sophia caressa les cheveux de son petit frère. « Il faut que tu manges pour reprendre des forces. »« Je n'ai pas envie de manger. »« Ce n'est pas un déjeuner ordinaire, Philippe. Il y a une surprise pour toi. » Curieux, le jeune garçon se redressa péniblement. « Une surprise? Quelle surprise? » demanda-t-il. Sa mère s'empressa de lui tendre son bol de gruau sur lequel reposait le morceau de biscuit. Un sourire se dessina sur son visage. « Ma sorte préférée, » murmura-t-il. « Je pensais qu'on n'en avait plus. » Philippe s'empara du bol et commença à manger sous les regards soulagés de ses parents et de Sophia. Pendant ce temps, Jacob se pencha à l'oreille de sa femme. « Je vais le faire, Anna, » chuchota-t-il. « J'ai pris ma décision. C'est la seule solution. Je dois le faire pour eux. Je dois le faire pour nous, ok? Tu comprends, n'est-ce pas? » Anna déglutit. « Oui, je comprends. Je me doutais bien que tu prendrais cette décision, » répondit-elle. Une larme roula sur sa joue avant qu'elle ajoute. « On en reparlera plus tard, ok? Pas ici. Pas devant les enfants. C'est trop dur. » Jacob caressa la joue de sa femme. « Ok, on en reparlera ce soir. Ça va aller, ma chérie. Tout va bien se passer. » Après avoir pris quelques petites bouchées, Philippe annonça. « J'ai fait un cauchemar cette nuit. »« Ah oui? » demanda sa mère. « À quoi as-tu rêvé? » Le jeune garçon toussa, puis se retourna vers Sophia avant de reprendre. « J'étais seul dans une forêt. Je marchais, j'entendais des bruits étranges. Je me suis approché d'un petit arbre. Derrière, il y avait une créature. »« Une créature? » demanda Sophia. « Et elle faisait quoi, cette créature? »
Elle te dévorait, Sophia. Mes parents sont étranges depuis quelque temps. Ça m'inquiète. Ils ont l'air nerveux. C'est peut-être l'état de santé de mon frère qui les rend comme ça, car Philippe ne va pas mieux. Il réussit à manger un peu, mais pas assez pour reprendre des forces. Il a toujours mal à la tête et la fièvre ne le lâche pas. Il a congé de cours depuis quelques jours. Pas moi. Cette semaine, ma mère m'enseigne des tas de trucs sur la génétique. Je ne l'ai jamais vu mettre autant d'ardeur à vouloir me rentrer des concepts dans la tête. Je ne sais pas ce qui lui prend. Heureusement pour moi, j'aime ça, la génétique. Mais je doute fort que tout ça me serve un jour. Pour notre éducation, c'est mon père qui trouve les livres et les manuels scolaires dont on a besoin, mon frère et moi. Je n'ai jamais vu l'endroit où il se les procure, car il ne veut pas m'y emmener. Il dit que c'est trop dangereux de s'y rendre. Il n'a pas besoin de me convaincre, je le crois. Tout ce que je sais, c'est que cet endroit se nomme bibliothèque. Ma mère appelle ça un lieu de connaissance. Il paraît qu'on y trouve des tonnes et des tonnes de livres sur différents sujets. J'aimerais beaucoup visiter cet endroit un jour. Donc, mon père nous rapporte 1 ou 2 ouvrages de temps en temps, après avoir fait les courses au marché d'approvisionnement. Je crois que ce qu'il fait est illégal, car les livres qu'il rapporte sont toujours bien enveloppés dans des morceaux de tissu ou des couvertures. On dirait qu'il les cache. Et puis, je n'ai jamais vu qui que ce soit d'autre se promener avec des livres dans la colonie. Bizarre. Je crois que ces objets sont interdits. Entre chaque leçon, notre matériel éducatif est caché sous le vieux plancher de bois franc. Ça ne se voit pas à l'œil nu, mais 3 lattes sont mobiles sous le sofa. Ma mère appelle ça la cachette à livres. Ce qu'elle ignore, c'est que moi aussi j'ai trouvé une cachette sous le plancher. Elle est dans la chambre. C'est là que je cache mon carnet et mes crayons. L'autre jour, en allant au marché avec mes parents, j'ai entendu des gens discuter dans la rue. Ils parlaient de l'apocalypse. Je ne savais pas ce que voulait dire ce mot. J'ai cherché dans mon dictionnaire à l'insu de ma mère, pendant une leçon sur les organismes génétiquement modifiés. Voici ce que j'ai trouvé. Apocalypse, nom féminin, fin du monde, catastrophe. Une terrifiante apocalypse. Je ne comprends pas trop, mais j'ai peur. Chapitre 3. Le visiteur. Quelques jours plus tard, on cogna à la porte de l'appartement. Sophia, assise dans le salon en train de lire une vieille bande dessinée, sursauta. Sa mère était allongée dans la chambre avec son frère et son père s'était absenté pour faire les courses au marché. Sophia se leva et se dirigea vers la porte à pas feutrés. Elle était à la fois craintive et curieuse. De qui pouvait-il bien s'agir? Il ne recevait jamais de visite à l'appartement, car personne dans la colonie n'était autorisé à fréquenter voisins et amis. Tandis que la peur l'envahissait de plus en plus, on cogna de nouveau. Sophia se demanda comment elle devait réagir. Soit elle continuait d'être silencieuse afin de laisser croire aux visiteurs que l'appartement était vide, soit elle allait avertir sa mère. C'était peut-être important, mais il pouvait aussi s'agir de voyous. Sophia n'eut pas besoin de se décider. Anna fit tout à coup irruption dans la pièce, parfaitement réveillée et aux aguets. « Éloigne-toi de la porte » souffla-t-elle à sa fille. « Va dans le salon. » Sophia la regarda perplexe. Sa mère ne s'était jamais adressée à elle sur ce ton. Sans broncher, elle quitta la pièce. On cogna de nouveau à la porte. La femme s'empara du bâton de baseball qui était déposé à côté du réfrigérateur. Au même moment, une voix d'homme se fit entendre. « Est-ce qu'il y a quelqu'un » demanda-t-on du couloir. Anna ne reconnut pas la voix. Cela renforça sa détermination à ne pas ouvrir et à rester sur ses gardes. Un étranger menaçait la sécurité de sa famille, et cela la terrifiait. Sophia, du salon, tendait l'oreille. « Écoutez, je sais qu'il y a quelqu'un. Laissez-moi entrer. » Les mains d'Anna se crispèrent sur le bâton. Elle était plus que prête à s'en servir contre cet assaillant potentiel. « Vous devez partir. Laissez-nous tranquilles. Je suis armé. »« Madame, écoutez-moi bien. Je suis ici pour Jacob Scott. Je suis venu en raison de l'entente. Je travaille pour Génome X. J'imagine que vous êtes au courant. Ouvrez cette porte, sinon je fais demi-tour et Génome X ne pourra plus rien pour vous. C'est votre seule et unique chance. Est-ce que vous me comprenez? » Le cœur d'Anna fit un bond dans sa poitrine. Inquiète, Sophia se leva et vint retrouver sa mère dans la cuisine. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Que nous veut cet homme? Il connaît papa? » « Va dans la chambre t'assurer que ton frère va bien, » lui ordonna sa mère, « et reste-y. » Le ton d'Anna était sans équivoque. Sophia obéit.
Anna s'approcha de la porte, la déverrouilla et l'ouvrit de quelques centimètres. « Je vous en prie, chuchota-t-elle, n'entrez pas. Ma fille est ici. Je préfère qu'elle ne vous voie pas. Elle ne sait rien de tout ça. »« C'est bon, » répondit l'homme. « Je n'en ai pas pour très longtemps. Voici le contrat et la petite valise. Jacob saura s'en servir. » L'individu remit à Anna une enveloppe jaune et une petite valise de plastique, de la grosseur d'un dictionnaire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.